Bonjour et bienvenue dans le podcast En mode circulaire de la chaire Tech & Care. Dans ce podcast, issu d'une recherche académique financée par l'ADEME et la région Hauts-de-France, nous analysons les différents business models circulaires dans la mode et leur appropriation par les consommatrices et les consommateurs. De la seconde main à la location, en passant par l'upcycling et la sobriété, nous discutons des enjeux de la mode circulaire. Je suis Chloé Cohen, journaliste et créatrice du podcast Nouveau Modèle sur la mode responsable et engagée. Et pour cet épisode du podcast En mode circulaire, je reçois Isabelle Robert, cofondatrice de la chaire Tech & Care et maître de conférences en sciences de gestion à l'IAE Lille. Et Maud Herbert, cofondatrice de Tech & Care et professeure de marketing à l'Université de Lille. Au programme de ce 3e épisode, une analyse des business models de la seconde main. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Isabelle et Maud, ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cet épisode où on va parler de seconde main. Alors pour cette première question, le marché de la seconde main a beaucoup évolué ces dernières années, tant sur le fond que sur la forme. Et donc je me demandais comment vous voyez ces évolutions et quel état des lieux on peut dresser de la seconde main. Bonjour Chloé, donc oui, on va parler de la seconde main et effectivement c'est un marché qui a complètement explosé en fait au cours des 10 dernières années. Et qui se traduit par une très très forte activité économique. Je peux peut-être donner quelques chiffres en fait pour donner une idée de la dimension en fait et de la dynamique de ce marché qui est un marché qui est mondial. Il y a un acteur américain qui s'appelle ThredUp et qui depuis 2017 fait paraître un rapport. Et là, en mai 2022, leur rapport montre qu'en fait en moins de 10 ans, donc entre 2012 et 2021 en fait, le marché mondial de la seconde main, il a connu une croissance de 215%. C'est intéressant de voir ce chiffre-là. C'est surtout intéressant quand on sait que le marché en fait conventionnel, lui, il a une dynamique de 24%. Donc un marché qui est 10 fois plus dynamique. Et en fait, les zones Europe, Amérique et Asie, elles sont en expansion constante depuis 2012. Aux États-Unis particulièrement, le marché de la seconde main, il est 8 fois plus dynamique que le marché du neuf. En Amérique du Sud et en Afrique, il est 4 fois plus dynamique, sachant que c'est quand même des marchés là pour le coup un petit peu plus petits. Mais en Asie et en Australie, c'est 3 fois plus. Et nous, en Europe, il est 2 fois plus dynamique que le marché du neuf. Donc en fait, on constate que c'est vraiment un marché qui est en croissance et qui pèse lourd en fait, parce que ce marché mondial, il fait quand même 119 milliards de dollars avec un taux de croissance de 20% par an à peu près d'ici 2026. On voit que ça attire. On voit qu'en France, on a une dynamique qui est un peu similaire, peut-être un peu moindre, mais parce qu'elle est plus petite en valeur, avec 1,6 milliard d'euros. Mais elle est aussi en croissance de à peu près 23%. Donc on est dans la norme en fait de la croissance mondiale. Et ça explique, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants en fait. Et ça explique pourquoi c'est un marché qui est convoité. C'est un secteur qui attire beaucoup d'individus, beaucoup d'acteurs. Des plus petits jusqu'aux plus gros, des petits auto-entrepreneurs en fait jusqu'aux grands groupes. Voilà. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est peut-être la question qu'on peut se poser. Nous, on a tendance en tant que chercheuse à considérer qu'on parle de dynamique de marché et que c'est un dialogue en fait entre l'offre et la demande. Et donc la diffusion et la démocratisation de la mode de seconde main, elle peut s'expliquer en fait par une conjonction de phénomènes et notamment parce qu'il y a des changements dans les modes de consommation. Alors, on a identifié, nous, dans cette recherche, 3 grands phénomènes qui expliquent pourquoi la seconde main se développe comme ça. Le premier phénomène, en fait, c'est que globalement, en fait, tout le marché de la mode, sur la même décennie, a connu en fait une augmentation très régulière de la vente en ligne de vêtements. Donc, la vente en ligne s'est complètement développée pendant cette décennie. Par exemple, la FEVAD, là, en 2020, il nous expliquait qu'il y avait quand même un produit acheté en ligne sur 2 qui concernait le secteur de la mode. Alors au début, personne n'y croyait qu'on allait acheter de la mode en ligne et en fait, cette tendance, elle est mondiale et elle devrait se maintenir en plus parce que les prévisions sont de 95% de ventes en ligne en 2030 dans les marchés développés. Donc tout l'ensemble du secteur de la mode est impacté par la vente en ligne et elle a tendance à favoriser une chose, c'est les tailles critiques et dominantes, donc les grosses plateformes de type Amazon, puisque évidemment c'est le leader mondial, y compris dans la mode en fait.
Donc la seconde main, elle a été impactée par cette logique de digitalisation et de concentration. Ça, c'est le premier phénomène qu'on a identifié. Dans le deuxième phénomène, c'est quoi ? C'est l'arrivée en fait de cette application lituanienne qui est Vinted. Alors Vinted, ça s'est lancé en France en 2013, mais elle a complètement finalement restructuré les modes de vente et d'achat de vêtements auprès des particuliers. Donc Vinted, c'est pas que une plateforme, elle évolue dans un marché qui est en croissance constante aussi, qui est le marché des consommateurs aux consommateurs, on dit C2C. Ouais. Elle offre une application, elle offre aussi beaucoup de services de mise en relation et de sécurisation en fait des transactions. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu des consommateurs qui étaient désireux d'acheter et de revendre des vêtements entre eux, et ils ont trouvé par Vinted un moyen facile en fait de le faire. Et en moins de 10 ans, Vinted a pris une place quasi hégémonique en fait sur le marché français de l'occasion de la mode de seconde main. Et c'est son premier marché d'ailleurs. On sait qu'ils sont présents dans 11 pays, il y a 25 millions de membres. Ils ont un volume d'affaires de 1,3 milliard d'euros, donc on voit que c'est vraiment une grosse machine. Mais la France, en fait, concentre la moitié de l'activité globale de Vinted. Ah ouais. Donc oui, ils ont capté 56% en fait des acheteurs de seconde main. Donc ça, c'était l'IFM qui avait fait un sondage en 2020 qui nous a révélé un peu ces chiffres. Et en fait, cette mise en relation des consommateurs, la mise en circulation de leurs produits, toutes les options de sécurisation des transactions, ça a remis la seconde main au centre finalement de la consommation vestimentaire des particuliers. Dans une logique qui est un peu une logique lucrative, mais aussi ludique. C'est très propre en fait à tout ce courant de la consommation collaborative ou économie collaborative, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Et en fait, aux États-Unis, c'est pas Vinted qui a bousculé le marché, c'est le succès de ThredUp dont j'ai parlé tout à l'heure. ThredUp, ils font quoi ? En fait, ils vident les armoires des consommateurs, ils centralisent les objets les produits de seconde main, ils revendent les vêtements, et en fait, ça a rendu beaucoup plus accessible la friperie un peu traditionnelle qu'on connaissait auparavant. Donc ça participe aussi à la démocratisation, en fait, au retour de la seconde main et à la diffusion un peu plus large de ce phénomène. Puis il y a un dernier élément aussi qui est intéressant, c'est que sur la même décennie à nouveau, ça c'est un peu plus culturel, mais il y a la grande tendance de la mode vintage qui s'est démocratisée. Il y a un effet de ruissellement en fait, puisque ça part de l'univers du luxe, mais ça a aussi eu de l'écho dans la décoration d'intérieur. Et en fait, il y a une sorte de diffusion un peu sociale et culturelle, et ça répond globalement aussi à une réponse un peu psychologique de la part des consommateurs, une construction identitaire autour des vêtements, un besoin un peu d'être unique qui correspond bien en fait aux consommateurs contemporains. Donc en fait, quand on croise ces trois phénomènes-là, on se rend compte que les consommateurs en fait, ils étaient prêts à s'approprier ces nouvelles offres, mais ils étaient aussi très prêts à y jouer un rôle actif, puisque ils sont clairement présents. Et puis il y avait la technologie, les offres intermédiaires, tout ça en fait, ça pousse au changement les acteurs existants. Et globalement, ça a entraîné une multiplication des acteurs par des effets qui sont des effets un peu de stratégie d'innovation plus ou moins radicales. Et on parlait des chiffres qui disent que voilà la seconde main se développe et grossit de plus en plus. On dit même que, il y a certains rapports qui disent que même d'ici à 2030, le marché de la seconde main remplacera celui de la fast fashion. Donc on voit qu'on est quand même dans quelque chose de très qui grossit beaucoup. Mais quels sont les différents business models de la seconde main aujourd'hui ? Alors effectivement, nous, on a distingué dans ce rapport de recherche 5 business models différents, dont le premier est la seconde main solidaire, avec les pionniers de l'économie sociale et solidaire, les magasins physiques de seconde main, avec la friperie traditionnelle et bien évidemment tout le courant dont vient de parler Maud sur le vintage, les dépôts-ventes qui étaient déjà là, et puis des magasins mutualisés. Le troisième, c'est la seconde main en ligne, avec effectivement Vinted en acteur principal, et puis aussi des marketplaces qui sont en train de se développer en C2B2C, comme Vestiaire Collective, Smala, Hommage, et puis des solutions B2B2C, comme on l'a vu avec Crushon, qui veut être l'Amazon de la seconde main. Le quatrième business model, il est accaparé par les marques conventionnelles qui ont réagi face à cette montée de la seconde main, et on a vu naître dans les magasins des corners spécifiques, et puis bien évidemment online des solutions numériques avec des sites ou des applications dédiées, externes ou internes, aux sites marchands. Et le cinquième business model est un business model de solutions intégrées
en B2B, avec effectivement l'arrivée de nouveaux acteurs, Patatam qui a été rebaptisé Rediv, Friperie, Foam, VP qui s'appelle VP Recycle, pardon. Les 5 business models qu'on a pu identifier dans le domaine de la seconde main. Alors je vais pas le faire de façon hiérarchique, mais je vais faire un petit focus sur chacun d'entre eux. Donc je vais commencer par le magasin physique de seconde main assez classique. Alors bien évidemment, les historiques, c'est la seconde main solidaire, mais je vais déjà parler en fait de ce renouveau, de ce qu'on peut appeler tout ce qui est tendance vintage et avec le retour des friperies, notamment porté par un regain d'intérêt des 18-35 ans. Et ce retour des friperies plutôt en centre-ville qui s'associe avec le dépôt-vente assez classique qui était là depuis très très longtemps, mais qui a bénéficié effectivement de ce disrupteur qui est Vinted, qui a permis de démocratiser. Et donc, autant on avait des kilo-shops dans nos centres, mais qui étaient encore circonscrits à un petit nombre très faible de consommateurs. Alors, donc on a ces magasins de seconde main dont le rôle est de travailler tout ce qui est animation commerciale, tout ce qui est merchandising, ambiance, conseils commerciaux, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des magasins qui vont faire un peu la réplique de ce qu'on peut trouver dans des vêtements neufs, avec un accent particulier sur le merchandising et sur, bien évidemment, tout ce qui est conseils commerciaux. Alors, le deuxième business model qui est lié à la seconde main solidaire, qui est historique, qui rassemble effectivement les acteurs historiques de la réutilisation, du réemploi et de la solidarité, c'est ces acteurs qu'on connaît tous, Oxfam, Secours Populaire, Emmaüs, Croix-Rouge, Le Relais, voilà tous ces historiques. Alors, leur business model, il est essentiellement basé sur le don de vêtements et il est articulé autour de compétences qui sont centrées sur le tri, par des bénévoles ou par des personnes en réinsertion. L'activité clé de ces entreprises, enfin de ces acteurs, c'est vraiment la gestion des dons. Il faut catégoriser, etc. Et donc, effectivement, on va présenter un maximum de vêtements sur les portants pour séduire les consommateurs. Alors, le souci qu'on a actuellement, c'est que effectivement, ces acteurs de l'économie sociale et solidaire revendiquent clairement un positionnement proche de celui de la consommation plus responsable. Ils se présentent plus ouvertement comme acteurs de la mode circulaire, notamment Emmaüs dès 2017 en partenariat avec l'ADEME. Les acteurs du recyclage, comme la Croix-Rouge, qui explique aux donateurs qu'ils luttent contre le gaspillage, Oxfam France, etc. Donc tous ces acteurs revendiquent cette consommation alternative, ayant aussi pour objectif d'aider et de s'habiller dans la dignité. Alors, ces business models sont quand même impactés par la mutation du marché de la seconde main par 3 éléments majeurs qui sont la baisse de la qualité des produits en don. Premier point. Deuxième point, une hausse du volume global de vêtements et une problématique de tri et de délaissement, c'est-à-dire qu'ils croulent sur, une masse assez importante de vêtements. Donc, on a à la fois une baisse de la qualité et d'autre part, un surstockage de vêtements invendables des particuliers. Donc ça, c'est problématique. Et puis, un troisième point qui leur est préjudiciable, c'est le recul d'attractivité du magasin solidaire traditionnel. Et toute la seconde main en ligne a généré une nouvelle habitude chez les consommateurs, avec une habitude de présentation des vêtements dans une atmosphère vintage, et puis un manque d'interaction sur le site qui entraîne une baisse de fréquentation générale. Alors, je passe maintenant au troisième business model qu'on connaît davantage, donc je vais être beaucoup moins bavarde sur ce point. La seconde main en ligne, qui est effectivement le business model le plus disruptif de la dernière décennie, comme l'a démontré Maud. Et là, on a 2 types de plateformes. L'intermédiation C2C, qui consiste à proposer la mise en relation de consommateurs entre eux, en offrant des services de plus en plus développés autour de cette intermédiation, avec effectivement un élément clé qui est la sécurisation des paiements, des outils de communication, des outils de merchandising, et on voit se renchérir de semaine en semaine tous ces outils.
Donc là, on a le modèle d'eBay, du Boncoin, de VP Recycle et bien évidemment de Vinted. Et puis on a aussi Facebook Marketplace, hein, qui est aussi un acteur assez important. Certains vont beaucoup plus loin, comme Vestiaire Collective, hein, qui vont adosser à leur business model un outil de contrôle de la qualité, d'authentification de type label, parce que là, on est sur des pièces vraiment plus haut de gamme qui nécessitent d'avoir, je dirais, ce contrôle de la qualité et de lutter contre, effectivement, la contrefaçon. Et puis ensuite, on a la centralisation C2B2C, ou le vide dressing en ligne, qui est inspiré de FredUp aux États-Unis, avec effectivement, là, c'est pas en C2C, mais où on a des business models, où on récupère effectivement des vêtements auprès des particuliers, mais là, on va les trier, on va voir ce qu'on peut garder et on les revend. Et là, c'est le cas notamment d'Hommage, de Smala, anciennement, il était plusieurs fois, par exemple. Et puis, on a un dernier acteur assez important dans le modèle, je dirais, en ligne, c'est les plateformes de solutions B2B2C, à l'instar de Crushon, et qui ciblent, là on est vraiment dans un autre registre, de rassembler les friperies indépendantes et de leur offrir une visibilité auprès d'une communauté d'amateurs, mais pas seulement de seconde main, mais aussi de upcycling et d'autres services autour de ces points. Donc effectivement, ce qu'on constate, c'est que tous ces business models en ligne leur force réside essentiellement dans les services et dans la fourniture de services technologiques. Leur métier, c'est pas vraiment la mode. C'est vraiment de travailler sur des outils promotionnels, des conseils, des chartes, etc. Et donc de travailler sur la mise en ligne de ces produits, que ça soit, je dirais, inspirant et qu'on ait envie d'acheter. Donc, alors la question qu'on peut se poser, c'est, comme on le souligne souvent dans ce domaine-là, c'est le gagnant rafle tout, c'est-à-dire de se poser la question si Vinted va tout rafler. On le verra aujourd'hui par la fermeture de beaucoup de plateformes en ligne, des marques dites conventionnelles qui ont essayé de copier le modèle Vinted, mais on s'aperçoit par manque de trafic que effectivement on a toujours ce pionnier qui rafle la mise. Alors, dans les autres, le quatrième business model, c'est le second main des marques conventionnelles qui ont vu effectivement un changement drastique dans, je dirais, le comportement des consommateurs et puis aussi une baisse de trafic en magasin et qui se sont dit, on doit réagir, on doit proposer à notre tour une offre de seconde main. Et là, on a vu deux types d'offres, voire une hybridation de ces deux offres. La première sous forme de corner dédié à la seconde main, et puis la seconde des sites marchands ou des applications. On a fait une grosse étude récemment dans la chaire Tech & Care sur les enseignes et les marques, et on s'aperçoit que la plupart se sont toutes engagées ou s'engagent dans la seconde main, et que 68% d'entre elles optent pour un système de bons d'achat qui permet à la fois de collecter des produits et de vendre des produits en retour. On reviendra sur les dérives tout à l'heure. Je termine effectivement. Alors, dans ce cadre-là, on a deux options. Soit on récupère tous les vêtements exclusifs à la marque, à l'instar de Petit Bateau, Okaïdi, Jacquaïdi, ex-Camailleux. Et puis, on a ceux qui, au contraire, type Kiabi, qui vont avoir une offre beaucoup plus plurielle avec différentes marques. Alors, aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe par rapport à ce business model des marques conventionnelles, on a quand même, on est plutôt dans une logique essai-erreur, c'est-à-dire qu'on teste la seconde main, on essaie de l'adosser à notre business model. D'ailleurs, on va pas se cacher, la plupart du temps, c'était aussi pour créer du trafic en magasin et récupérer cette jeune génération qui était toute partie sur Vinted et de réalimenter les magasins. Bon, excepté certaines marques comme Petit Bateau qui, eux, vont lancer des magasins 100% seconde main. Donc voilà. Je passe au dernier business model, qui est le business model de la seconde main en B2B, où là, effectivement, on a
face à cette difficulté qui nécessite des compétences particulières que n'ont pas les retailers, les distributeurs, on va vraiment leur proposer une intégration clé en main. Et là, on a Patatam aujourd'hui qui s'appelle Rodiv, on a Eureka Fripp, donc qui vont accompagner ces distributeurs, notamment Auchan avec Auchan qui a fait une collaboration avec Patatam Rodiv, Pimki avec Kiloshop, etc. Donc là, on va vraiment se baser sur les ressources clés de ces solutions intégrées de seconde main, qui sont la maîtrise technique et technologique du tri, d'un gros volume de vêtements, la logistique inverse, en fait, tous ces éléments-là que ne maîtrisent pas les distributeurs. Et alors, quels sont, on les a rapidement évoqués, mais peut-être pour résumer un petit peu, quels sont les facteurs clés de succès de ces business models ? Alors, bien évidemment, comme chaque business model est singulier, je vais essayer de donner les facteurs clés de succès globaux. Le premier, c'est le sourcing matière première, comme on l'a vu, c'est vraiment le gisement auquel on va accéder. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. On le voit bien par rapport aux friperies, par rapport aux dépôts-ventes, ces relations qu'on va, développer avec les consommateurs pour avoir ce gisement de vêtements qu'ils possèdent. Le travail aussi avec les collecteurs, c'est tout un travail de longue haleine pour identifier quels sont les vêtements les plus appropriés à leurs consommateurs, qui correspondent aux besoins des consommateurs. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est la montée en compétences en marketing et plus particulièrement en technique de commercialisation, où on voit que autrefois, quand on rentrait dans une friperie, souvenez-vous, on avait quelques odeurs, c'était un petit peu la chasse au trésor. Aujourd'hui, on a léché le merchandising avec un merchandising expérientiel. On a développé une relation client avec des cartes de fidélité, avec des ambassadrices, avec une animation des réseaux sociaux, avec aussi la relocalisation de ces magasins en centre-ville, avec le travail de marque engagée. Donc, on voit qu'on a eu un changement parce que c'est un marché qui est rudement concurrencé. Donc, les facteurs clés de succès résident à la fois dans la gestion du gisement, la captation du gisement, comment aussi on séduit les consommateurs pour qu'ils nous apportent leur gisement qui est dans leur placard, et puis tout cet aspect, marketing et technique de commercialisation, auquel j'ajoute aussi toute la question de la formation liée au tri, qui est le nerf de la guerre. Ouais. Et alors, comment les consommatrices et les consommateurs se sont-ils appropriés la seconde main ? Alors ça, c'est une question importante, assez vaste en fait, et il y a déjà 2 éléments de réponse qui sont un peu culturels et sociologiques. La première chose, c'est ce que disait l'historien Manuel Charpy. Alors lui, il est chargé de recherche au CNRS. Il disait en fait, il faudrait qu'on remonte au 19e siècle pour retrouver en fait une domination de la fripe dans les modes de consommation. Et là, on est au 21e siècle et on voit en fait un phénomène similaire. Il explique en fait qu'au 19e, il y a eu tout un mouvement dans les classes populaires qui allait se réapproprier les uniformes de l'armée pour les teindre, les retailler, etc. Puis ensuite, il y a eu les artistes, les étudiants qui ont glané des vieux vêtements. Et puis l'idée, c'était d'arriver à avoir une forme de contestation de l'uniforme bourgeois. Et en fait, c'était comme ça que la fripe était devenue un peu majoritaire au 19e. Et surtout, elle a touché toutes les classes sociales. Et en fait, on observe un peu le même phénomène actuellement. C'est-à-dire que ça s'est décloisonné. Alors qu'on a eu il y a encore une dizaine d'années pas mal d'études qui montraient que dans les classes sociales les plus basses, comme dans les classes sociales les plus élevées, la seconde main était totalement dénigrée. C'était des classes sociales qui restaient étanches. Pourquoi ? Parce que ils avaient soit peur du stigma social pour les classes les plus basses, ou alors ils étaient simplement dégoûtés en fait pour les classes les plus hautes. Donc ça, en une décennie, en fait, ça s'est émoussé, on va dire. Ça a diminué. Il y a une autre donnée qui est une donnée un peu plutôt socio-économique cette fois-ci, c'est que en fait, actuellement, le marché de la seconde main, il est tenu par les particuliers.
Donc ce sont les particuliers qui font ce marché, c'est pas les acheteurs en fait. Donc d'ailleurs Kantar en 2020, il y avait des chiffres qui sortaient, ils montraient qu'il y avait 29% des Français qui achetaient des vêtements qui avaient déjà eu une première vie, mais qu'il y avait 36% de la population qui en vendait. Donc en fait, il y avait une sorte de décalage comme ça représente quand même 36%, ça représente presque 19 millions de Français en fait. Et donc on voyait qu'il y avait un gap, en fait, il y a une marge de progression où on se demande à quel moment le vendeur d'occasion va devenir un acheteur en fait. Et donc il y a des bascules qui se passent. Et nous, c'est à ça qu'on s'est intéressé, c'est-à-dire est-ce que la seconde main, elle recrute des nouveaux consommateurs ? En fait, quel type de consommateur ? Est-ce qu'elle s'inscrit dans des habitudes de consommation ? Est-ce qu'elle est là pour durer ? Et puis surtout, la vraie question que nous on s'est posée, c'est est-ce que c'est un achat qui se substitue au neuf ou est-ce que c'est un achat complémentaire ? Donc ce sont des questions que nous on s'est posées et pour pouvoir y répondre, en fait, on a fait un sondage avec l'Observatoire de la mode circulaire qui est porté par la chaire Tech & Care. Et là, en juillet 2022, on a interrogé un échantillon représentatif de Français entre 16 et 65 ans. Et on leur a posé beaucoup de questions sur la seconde main et les résultats étaient assez intéressants. Donc je vais essayer de les synthétiser un petit peu. La première chose qu'on observe, c'est que en fait l'achat de seconde main, il s'installe parce que c'est un achat qui est régulier. On a une personne sur 3 qui nous explique qu'en fait qu'ils en achètent au moins une fois par mois, ce qui est déjà un rythme assez intéressant, qui est encore plus soutenu en fait chez les 16-17 ans qui en achètent beaucoup plus. Et aussi chez les 25-34 ans. Alors ça corrobore des études antérieures qui montrent que ce sont les jeunes qui pratiquent à nouveau la mode de seconde main. Donc ça, c'est pas nouveau, mais ça confirme les choses. Nous, on a posé la question sur l'arrivée aussi sur la mode de seconde main. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a un Français sur 4 qui, en fait, a commencé à se mettre dans la seconde main sur une période entre 2 et 5 ans. Donc nous, on avait pris la décennie pour réfléchir à la mutation en fait du marché de la seconde main, mais on voit bien qu'en fait, il y a des nouveaux arrivants. Et en fait, quand on pose la question sur la décennie, c'est 70% de l'échantillon qui dit qu'il s'y est mis à la seconde main sur la décennie passée. Il y en a très peu finalement qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Donc on se rend compte que c'est quand même des consommateurs assez nouveaux. Donc et c'est le vêtement qui est la clé d'entrée de ces nouveaux consommateurs. C'est d'abord vers le vêtement qu'ils vont aller à hauteur de 60% et ensuite c'est les livres pour 32%. Bon, et les véhicules, alors ça c'est assez classique, et puis les meubles. Donc on voit qu'il y a comme ça une lame de fond de l'occasion qui touche en particulier les vêtements. Alors après, nous, notre question, on s'est posé la question sur les business models. Quels sont en fait justement les modèles qui les attirent le plus ? Et alors là, un peu sans grande surprise, mais ça a fait écho en fait à ce qu'on se disait au tout début de ce podcast, c'est-à-dire en fait c'est la plateforme qui est un peu devenue le réflexe et c'est clairement hégémonique en fait au final. On a posé plusieurs questions pour essayer d'être bien sûr d'avoir les bons chiffres et c'est vrai que quand on pose une question générale, donc de manière générale, où est-ce que vous achetez vos vêtements de seconde main, en fait il y a presque 60% des gens qui nous parlent tout de suite de Vinted. Donc ça c'est quand même assez important. Ensuite, quand on continue à leur demander, et plus précisément, où avez-vous acheté votre dernier vêtement de seconde main, boum, 46% nous parlent encore de Vinted. Et puis quand on continue à leur parler, en fait, en ne mettant plus Vinted dans les possibilités, mais plutôt de parler de plateforme, en fait, si vous voulez acheter un vêtement de seconde main, vous allez vous tourner vers, donc ça c'est le réflexe en fait. Là on a 50% des gens qui nous disent moi je vais vers une plateforme. Et c'est beaucoup plus que l'ensemble des autres possibilités, puisque derrière en fait c'est la braderie qui vient avec 25%. Donc on voit finalement que c'est quand même ce marché du C2C dont on a parlé tout à l'heure, qui est aussi le centre un peu nerveux de cette dynamique de marché. Et donc finalement c'est le moment où les consommateurs ils préfèrent finalement acheter entre eux, parce que Vinted c'est aussi finalement un marché du C2C. Donc on voit qu'il est bien tenu en fait par les consommateurs, ce qui confirme un peu ce qu'on s'était dit. Ouais. Alors, il est aussi très tenu par les jeunes, je l'avais déjà dit. Ce qui est amusant, c'est quand on rentre un peu dans le détail des tranches d'âge, on se rend compte que c'est vraiment les 25-34 ans en fait. Les 25-34 ans, c'est à la fois les meilleurs clients de Vinted, mais c'est aussi ceux qui font les brocantes. Donc on a vraiment cette espèce de dichotomie
où on va les voir se précipiter sur l'occasion avec des paires en fait. Et puis on va retrouver les très très jeunes dont on parlait tout à l'heure. Eux, ils vont en friperie. Alors eux, ils aiment bien ça. Donc c'est ce que disait Isabelle. Je pense qu'il y a aussi un effet de mise en expérience en fait de la friperie. C'est une expérience de magasinage. C'est un nouveau type de shopping en fait pour aussi ces jeunes-là. Par contre, ce modèle-là, il est assez délaissé par les trentenaires. Et donc, qu'est-ce qu'on observe, c'est que finalement, la seconde main, elle est entrée un peu dans les habitudes d'approvisionnement vestimentaire. Et puis de fait, ils sont presque 70% à nous dire que l'achat de seconde main, c'est devenu simple. C'est une facilité. Et puis ils sont quand même 1 sur 2 à nous dire ça pourrait quand même remplacer un achat neuf. Donc ça laisse quand même espérer aussi quelque part des effets de substitution à plus ou moins long terme, on va dire. On va dire ça comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que plus personne ne déclare acheter uniquement du neuf. Par contre, là où ça va se modérer un peu et devenir un peu plus nuancé, c'est que globalement, c'est quand même encore majoritairement du neuf dans les dressings à 44%. Mais c'est assez talonné quand on leur demande un peu la composition du dressing. Ils nous disent qu'il y a autant de neuf que de seconde main à 42%. Donc on voit en fait qu'il y a un rattrapage un petit peu aussi de la seconde main dans les dressings. Okay. Voilà, donc ça c'est assez intéressant et assez nouveau. Alors là où ça se, je vais pas dire que ça se gâte parce que c'est pas le cas, mais quelque part après quand on leur demande un peu de prédiction, ils vont nous dire qu'ils vont pas acheter plus de seconde main en fait. Ils vont continuer à avoir une sorte d'approvisionnement un peu mixte de leur garde-robe, et c'est là qu'on voit en fait que la seconde main elle joue toujours un rôle qui est un peu traditionnel, qui est un rôle de variable d'ajustement financier en fait. C'est-à-dire ça coûte quand même moins cher, ils le disent tous. Et puis alors là où c'est ça, il y a un phénomène nouveau qui est donc quantifié, c'est qu'ils sont tous massivement convaincus que c'est la revente de leurs vêtements qui va être aussi une ressource financière. Donc on voit que cette idée d'investir en fait dans ces vêtements comme une ressource, on voit aussi que ça alimente beaucoup la dynamique de l'appropriation de ces business models par les consommateurs. Oui, c'est intéressant. Donc voilà, pour donner le chiffre exact, ils sont quand même 56%, un tout petit peu plus, à être d'accord et tout à fait d'accord avec l'idée que revendre les vêtements permet de gagner de l'argent. Donc on voit bien que le mécanisme en fait du marché C2C il est installé, quoi. Ok. Voilà. Donc globalement, on peut dire que dans les intentions des Français, les vêtements de seconde main, ils sont bien là pour durer, et que pour l'instant, ils sont quand même assez avides de pouvoir, en tout cas, aller sur les plateformes de revente. Okay. Alors, qu'est-ce qui pourrait les freiner ? On s'est aussi un peu intéressé à ça, et là, c'est assez intéressant. En fait, le plus gros frein, c'est l'essayage. Et c'est vrai que quand on discute avec notamment donc là plus en quali avec des acheteurs de produits, notamment sur Vinted, ça devient des grands experts de la mesure des vêtements, parce qu'ils ont eu plusieurs déconvenus. Des tailles en qui allaient pas, des produits qui sont pas assez bien décrits. Et donc en fait, on se rend compte que le frein de l'essayage, finalement, c'est aussi peut-être un moyen de faire retourner les consommateurs vers les magasins physiques, donc la friperie en fait tout à l'heure dont on parlait, ou même le SS qui est un petit peu à la peine quand même globalement dans ces modèles-là, pourrait représenter un regain d'intérêt, parce que là c'est comme le vrai magasin, on essaye nos vêtements et on n'est pas obligé de les acheter avant. Donc voilà, donc il y a ça c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, ça confirme ce que disait Isabelle, c'est-à-dire que les facteurs clés de succès du modèle de la friperie et de l'ESS, c'est aussi d'investir en fait dans une forme de merchandising et de marketing du point de vente, puisqu'ils le disent, l'emplacement et l'aspect plaisant du magasin est assez plébiscité aussi quand on leur demande ce qui peut les freiner ou au contraire les motiver. C'est assez parfois encore un peu fragile, puisque c'est quand même le prix dont je parlais tout à l'heure qui est déterminant. Parce que dès qu'on leur demande s'ils ont le choix entre un produit outlet bien soldé ou de la seconde main, ils sont encore même 38% à nous dire en fait je vais prendre le produit de marque neuve. Donc on voit que ça demande encore un peu d'installation, mais globalement on a bien une installation de la seconde main et une bonne appropriation de ces modèles par les consommateurs. Ok, c'est intéressant. Et alors, peut-être pour terminer, quelles seraient les limites, les dérives de la seconde main ?
Alors les limites par rapport je rebondis sur les propos de Maud parce que la première limite, c'est en fait les business models disruptifs de plateformes vont générer une turbo-consommation, une hyper-consommation. C'est-à-dire que globalement, ces achats de vêtements de seconde main vont être beaucoup plus nombreux que lorsqu'on achète des produits neufs et ne vont pas permettre aux consommateurs de s'interroger sur la volumétrie, sur, on le verra plus tard, sur la question de la sobriété dans la consommation. Donc ça, quand on entend, oui, quand on achète un vêtement de seconde main, ça remplace un vêtement, je dirais, neuf, c'est faux. Globalement, notre observatoire montre aussi que l'achat de produits de seconde main permet d'en acheter plus. Ça, c'est un point assez crucial. D'autant plus que il y a une dérive massive, c'est que la plupart des marques conventionnelles ont utilisé les bons d'achat, c'est-à-dire que effectivement, soit on déposait des secondes mains, des produits de seconde main, soit on achetait des produits de seconde main et on bénéficiait de ces bons d'achat pour aller acheter des produits neufs. Donc là, on voit bien que sur un plan écologique, il y a quand même une forte dissonance. La troisième dérive, on le voit bien, c'est toute la question des achats sur les plateformes qui viennent de pays très lointains, tant au niveau des plateformes que même du business model magasin vintage où on va avoir des cargos qui vont, développer des produits qui viennent des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, du Japon, etc. Et on sait que les consommateurs de seconde main sont aussi friands de ces produits un peu uniques qui n'ont pas été vendus neufs en France. Donc là se pose la question des dérives et donc comment on rebondit. C'est la question aussi de la reterritorialisation de toutes ces questions du don, du dépôt, du troc, c'est-à-dire que cette expansion internationale, comme le dit Maud, aller acheter un bonnet de seconde main qui vient d'Espagne, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Donc là, il y a toute cette question et puis cette question aussi qui annule le don, c'est-à-dire que comme on a compris que nos vêtements étaient une source financière, ça tarit effectivement toutes ces sources de dons. Et puis un autre élément aussi qui brouille les pistes, c'est que la loi AGEC qui interdit la destruction des vêtements va introduire dans la seconde main, que ça soit dans les boutiques ou même sur les plateformes, des produits neufs, c'est-à-dire les invendus. Donc on a un brouillage des solutions proposées aux consommateurs. Alors, on n'est pas en train de dire que la seconde main c'est un business model à bannir, pas du tout, mais il y a quand même beaucoup de précautions à prendre et de voir s'il n'y a pas des dérives en termes, je dirais, effectivement liées à l'internationalisation de la seconde main et puis cette vitesse et ces business models qui s'approprient les codes des vêtements neufs, quoi, et donc qui nous poussent toujours à acheter et où le consommateur finalement ne va pas s'interroger sur sa propre consommation et donc sur l'aspect sobriété. Alors c'est vrai que, pour rebondir sur ce que disait Isabelle, on observe, je le disais tout à l'heure, des gens qui finalement ont une fréquence d'achat quasiment mensuelle. Donc quand on fait des petits calculs, ça veut dire qu'au minimum, s'ils achètent une pièce, il y en a 12 par an. Alors elle est déjà de seconde vie, donc elle a une certaine qualité, mais il y a quand même, à notre sens, des effets rebonds dans ces modèles-là. Et puis, quand on voit justement la liste des freins dont je parlais tout à l'heure, on se rend compte que pour l'instant, les consommateurs ont tendance à approcher la seconde main comme les achats neufs en fait. C'est-à-dire que ils veulent les essayer, ils ont du mal avec l'idée que ça puisse manquer de taille et de choix, ils veulent des jolis magasins. Donc en fait, ils veulent une duplication quelque part de leur mode de shopping de la seconde main. Il faut que ça calque le neuf. Donc ça c'est quand même un peu problématique parce que ça se traduit quoi ? Ça traduit qu'il n'y a pas de remise en question profonde finalement du rapport aux vêtements. Et ça, ça a le mérite d'être un vêtement de seconde vie. Mais si finalement on adopte
adoptent toujours le même type de consommation, voire de surconsommation avec les produits de seconde main, c'est problématique parce que en fait, le problème c'est qu'il faut pas penser la seconde main uniquement en silo. Elle se pense aussi par rapport au marché principal du neuf. Et là, si on observe chez les gens cette tendance à se dire, en fait, si j'achète un produit neuf, je vais pouvoir le revendre, et puis je vais le mixer avec un produit de seconde main, etc. Mais en fait, le vrai problème, il est dans la première réflexion. La première réflexion, c'est-à-dire, je vais capitaliser sur ce que j'achète en neuf et je le revendrai, et avec ce que je vais pouvoir gagner, je vais racheter des vêtements neufs ou d'occasion. Parce qu'on voit bien que de toute façon, c'est pas l'un ou l'autre. Donc, en fait, quelque part, il faut encore qu'on se pose et qu'on affine les résultats, et notamment peut-être qu'on pense cycle de vie aussi, c'est-à-dire que à la fois les consommateurs ont à gérer peut-être un peu mieux le délaissement de leurs propres produits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont envie de donner à qui et pourquoi. Et notamment, ils doivent peut-être réaliser que l'ESS a aussi besoin des produits de qualité et pas uniquement les fonds de tiroir, ceux qu'on n'a pas réussi à vendre, ceux qui ont des trous. Enfin, c'est un peu ce qui se passe dans l'ESS. Ils sont un peu au bout du raisonnement de délaissement, ce qui est dommage. Et puis, il faut donc valoriser un peu mieux, je pense, auprès des consommateurs les logiques de délaissement. Et en parallèle, il faut aussi que les producteurs pensent à ce qu'ils vont faire avec tous ces produits de seconde main qui sont quand même massivement, qui bougent d'un tiroir à l'autre, mais qui sont encore aussi parfois statiques. Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils les redistribuent? Donc ça pose aussi la question du tri, de la collecte, voilà. Donc et puis aussi de l'origine de ces produits. On parle de l'origine des produits neufs, mais on pourrait aussi parler quelque part de l'origine des produits de seconde main à un moment. Donc on voit qu'il y a des problématiques assez complexes qui peuvent venir se greffer en fait à ce marché qui bouge, qui a beaucoup bougé, qui est quand même globalement en train de se stabiliser. Ok, oui, c'est bien de les avoir en tête. Eh bien, merci beaucoup, Maud et Isabelle, pour toutes ces informations. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et merci à l'ADEME et à la région Hauts-de-France pour leur soutien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le recommander autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page de la chaire Tech & Care sur LinkedIn pour suivre les actualités de la mode circulaire. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast En mode circulaire.